Moi, je me souviens, j'étais résident de chirurgie Mhm. de troisième année et donc j'étais à l'hôpital et malheureusement, il y a eu un accidenté, une personne agressée. Ok, C'est un mec qui a été agressé dans sa voiture ok, et comme c'est une très belle voiture, une voiture neuve, il a reçu des coups de couteau voilà, partout sur le tronc et ok, sur l'abdomen et le mec est arrivé à l'hôpital presque mourant. ok. Presque mourant, il a Mhm. perdu beaucoup de sang, il était Mhm. en difficulté. Et malheureusement, on ne pouvait pas ouvrir le bloc opératoire. C'est une vieille, ça fait longtemps. Ouais. On ne pouvait pas ouvrir le bloc opératoire, Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'argent. mais parce que le mec, il ne pouvait pas payer, il n'avait pas Voilà, payé. justement. Sûrement, il pouvait s'offrir ça, mais il était couché. Mais, alors, dans la discussion avec les responsables qui avaient les clés, Ouais. je leur ai dit, écoutez, regardez seulement la paire de tennis que le mec a porté. Je pense que si ce mec se lève, Il va payer. il va payer 2 fois. Donc, attention. Sauvez-lui Et la vie. malheureusement, dans cette discussion, le mec, il est mort. Voilà. Et quand il est mort, sa famille est arrivée 2 heures de temps après, avec plus de 2 millions de francs CFA, pour dire est-ce qu'on peut faire encore quelque chose. Donc ça a été frustrant. Et ce qui m'a marqué, c'est que celui qui détenait les clés du bloc opératoire, qui devait ouvrir, il m'a dit, quand même, tu sais que si j'ouvre le bloc, c'est sur mon salaire qu'on va couper le montant de, de ses frais. Il a été tellement frustré qu'il a démissionné et il a dit qu'il ne faisait plus la médecine. Ouais. Parce qu'il a pris une mauvaise décision Et ça a coûté la vie. pour respecter et ça a coûté la vie, alors que l'hôpital, c'est pour sauver la vie. Donc moi, je pense que c'est une question de système. Il faut que les systèmes soient bien mis en place. Heureux que moi, j'ai la foi dans mon pays et, Mais je ça le fait dis mal, aisément. Georges. Tu as quelqu'un qui a eu un accident, une mort qui pouvait être évitée, sûrement tu vois ça tous les jours. Mais est-ce que le facteur argent devrait influencer les décisions pour la vie humaine? Non, le facteur argent ne devrait jamais décider. Mais moi, je pense que allons plutôt dans la tendance plus jamais ça. Et Mhm. quand on va dans la tendance plus jamais ça, c'est la tendance santé universelle, c'est la tendance travailler pour tout le monde, c'est la tendance s'ouvrir. Mhm. Donc moi je pense qu'on doit être, on doit avoir foi à mettre sur pied les systèmes qui sont forts. Et pas, comme disait Obama, avoir les hommes forts, mais avoir les systèmes qui sont forts. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, j'ai un invité très spécial aujourd'hui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le connaître tout à l'heure, donc restez très bien connectés. Il va se présenter. Bon, vous me connaissez déjà. Aujourd'hui, nous sommes au congrès allemand de gynécologie et d'obstétrique et j'ai comme ça l'honneur d'être avec Georges. Georges, bienvenue en Allemagne. Merci beaucoup. Euh, Dis-nous quelque chose sur toi pour ceux-là qui ne te connaissent pas. Pour ceux qui ne te connaissent pas vraiment, ils doivent aller faire des recherches. Oh. Et, et comment tu trouves le congrès jusqu'ici? Ok, je m'appelle Georges Bouillet, je suis chirurgien à l'hôpital central de Yaoundé, je suis aussi enseignant à la faculté de médecine. Je suis par ailleurs président et fondateur d'une association qui s'appelle Ascovim, qui travaille au Cameroun surtout les week-ends et qui a pour mission de réduire les inégalités en santé et éducation. Et cette association-là va dans les villages pour créer ce qu'on appelle un hôpital mobile et soigner les gens gratuitement. C'est ça le plus grand impact. Et la deuxième chose, c'est qu'on donne du matériel scolaire aux enfants des écoles primaires et secondaires de ces villages-là, ainsi qu'à leurs enseignants, pour pouvoir avoir un meilleur établissement scolaire. Mhm. Troisièmement, Ascovim a aussi un centre de simulation médical pour affiner les gestes et pratiques du personnel médical camerounais, que ce soit les étudiants, que ce soit les médecins, que ce soit les médecins déjà spécialistes qui travaillent. Ce centre a pour but de faire que toutes les techniques et théories qui sont évoquées soient bien pratiquées par la main. Et quatrièmement, Ascovim, c'est une plateforme qui donne l'opportunité aux autres associations de venir exprimer leur humanité partout dans le monde.
Et nous travaillons beaucoup dans tout le pays, mais depuis un certain temps, nous sortons du pays pour aller à l'étranger. Je suis très heureux d'être là et puis j'apprends beaucoup. J'apprends dans les domaines très importants comme l'endométriose Ouais, et les vaginoses, les nouvelles voilà. choses qui sont. Et ensuite, il y a un thème qui m'a particulièrement touché. Ce sont toutes les mutilations qui sont Les faites, la prise excisions. en charge des mutilations faites aux femmes. Ouais. Donc, je suis très très impressionné par tout ça, être au parfum des nouvelles connaissances. Ce d'autant plus que dans Ascovim, on a une unité qui est très 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 active, qui s'occupe de la gynécologie et de l'obstétrique, surtout la prise en charge de la femme enceinte en zone rurale. Et Exact. cette unité est dirigée par le professeur Issipen. Super. Alors, Georges, tu as dit, c'est vrai, c'est un congrès de gynécologie obstétrique, mais nous sommes très contents que tu es là, que tu sois là. On a vu ta présentation qui a beaucoup impressionné. Le travail que tu fais dans les zones rurales, c'est vrai, tu es chirurgien, mais on a vu que tu dois, par exemple, t'occuper des myomes. Les myomes, pour les femmes qui ne savent pas, ce sont des tumeurs de l'utérus très très grosses. On a vu que tu dois aussi t'occuper du sein. On a vu des images très impressionnantes dont nous sommes contents que tu sois ici, même s'il s'agit d'un congrès de gynéco. Et tu as vu les échanges qui étaient vraiment très fructueux. Alors, revenons à ton travail dans les zones rurales au Cameroun. Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Quand on veut parler des difficultés, je préfère commencer par les plaisirs. D'accord. Tu es Le très plaisir, positif. le plaisir d'aller en communauté, ça, je pense que ça pas de prix. C'est-à-dire, l'objectif d'Ascovim, c'est d'aller vers les personnes Mhm. qui sont nécessiteuses Ok. et ces personnes-là leur apporter un peu de sourire. Mhm. Donc, y aller, ça veut dire le transport. Donc, vous-même, vous connaissez que nous sommes un pays qui est en voie de développement. Donc, parfois, les routes sont difficiles. Mhm. Et parfois, notre car sur ces routes On a vu à difficiles l'image. peut souffrir. On a vu à Donc, l'image. ça c'est la première difficulté. La deuxième, c'est que nous allons pour soigner les gens. Mhm. Donc, comme on le dit, les soins sont gratuits, mais c'est gratuit pour la population. Il faut derrière une équipe qui doit acheter les médicaments, il faut Ouais. quelqu'un qui paye. Donc, pour mobiliser tout le nécessaire, médicaments, consommables, équipements, et que tout ça soit mobile, pour mobiliser tout ça, il faut payer tout le temps. Et malheureusement, ou bien heureusement, nos activités se tiennent de février à mi-décembre, Mhm. chaque week-end. Donc vous imaginez qu'on a environ 44 ou 45 week-ends où on fait des campagnes. Et il faut mobiliser environ 6 millions et demi à 7 chaque campagne. Ça fait déjà des grosses sommes d'argent. Donc il faut trouver tous ces moyens-là. Et ça vient d'où? Et ça vient de très peu de donateurs permanents Ok. et de beaucoup de donateurs spontanés. Donc nos donateurs sont partout, c'est toi, c'est moi, c'est l'autre qui nous écoute, c'est des gens extrêmement gentils. Je me souviens, il y a un Français qui Mhm. s'appelle Patrick Perrin, Ok. qui, quand il a connu les activités d'Ascovim, m'a dit ah, ben moi, tout ce que je vais faire, c'est essayer de vous trouver les moyens pour pouvoir continuer votre œuvre. Et il se bat depuis plus de 5 ans à essayer de faire qu'Ascovim ait toujours les comprimés. Et il y a beaucoup de gens dans le monde. Il y a une dame suisse qui nous a acheté un quart, par exemple, à travers son entreprise. Elle nous a acheté un quart. Elle a vu son entreprise et elle a demandé à l'entreprise d'acheter une carte pour notre activité. Mhm. Donc, il a compris ce que nous faisons. Ok. Et vous voyez qu'avoir un nouveau car, ça nous avantage, ça nous Ouais. permet d'aller plus loin, ça nous Ok. permet d'aider plus de personnes. Il y a beaucoup Merci, de merci gens. à Patrick Perrin, merci à la dame Et, et à vous tous qui nous écoutez parce que ça peut être vraiment compliqué. Je ne sais pas comment tu fais, Georges, pour planifier les déplacements chaque week-end dans les zones reculées pour donner des soins gratuitement à ceux-là qui ne peuvent pas les avoir sans avoir un plan combien va entrer parce que tu as dit que vous n'avez pas beaucoup de donateurs réguliers. oui, Donc la plupart sont spontanés. c'est spontané. Ok, donc vraiment, je peux que vous encourager à aider cette magnifique œuvre qui fait dans la santé et dans l'éducation. Super. On t'écoute. Oui, je poursuivrai en disant qu'il y a des gens extraordinaires qui aussi organisent ces campagnes chez eux. Mhm. Parce quand on arrive dans un village, il faut bien qu'il y ait quelqu'un
qui nous portent, qui portent l'action. Ok. Donc, ça, ce sont des organisateurs locaux Ok. qui ne lésinent sur aucun moyen pour que nous puissions être bien. Et pour être un organisateur local, ça ne veut pas dire que vous devez trouver tout cet argent. Non, mais ne serait-ce que la volonté de le faire, ne serait-ce que celle de recevoir l'équipe, de pouvoir nourrir l'équipe et tout ça. Tout ça, ce sont des dépenses énormes. Mais depuis une quinzaine d'années, on se bat chaque week-end, on va quelque part dans le pays. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous a toujours aidés à organiser toutes les campagnes qu'on veut faire. Ouais, Et c'est ça fait beaucoup. impressionnant. Merci encore aux collègues médecins qui s'y mettent, aux étudiants aussi, et tous ceux-là qui sur place prennent soin de vous. Super. Moi, je suis gynécologue. Nous sommes au congrès de gynécologie obstétrique en Allemagne. Je vais parler des pathologies des femmes que vous rencontrez dans ces zones rurales-là. On a vu des images de myomes, de fibromes, de cancer du sein qui qu'on voit pas en Allemagne, je vais dire ça comme ça. C'est pourquoi on rencontre encore des maladies aussi développées. Pourquoi les personnes ne consultent pas quand elles remarquent que leur sein est devenu une blessure et que ça pourrit. Où est la famille? Pourquoi ça doit aller aussi dans un état aussi grave? Alors, cette question a des réponses multiples parce Ok. que ça ne peut pas être un seul facteur, c'est plusieurs facteurs. Ok. Et l'OMS même reconnaissait que dans le monde aujourd'hui, il y a des millions et des millions de chirurgies qui sont nécessaires et qui ne sont pas faites. Ouais. Donc, si c'est partout dans le monde qu'il y a des chirurgies qui devraient être faites mais qui ne sont pas faites et qui est reconnu par l'OMS, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème est sérieux. Deuxième chose, c'est on a besoin de chirurgie, mais parfois on vit dans un milieu où on n'a pas accès. Il y a une question d'accessibilité qui peut être liée soit au fait que l'hôpital qui existe dans la zone où on vit n'a pas les capacités de pouvoir prendre en charge sa maladie, ou encore il n'y a pas le personnel ou l'équipement. Ça peut arriver. Ou autre problème, ça peut être l'ignorance. L'ignorance, ouais. Parce que l'ignorance, c'est un très grand problème. Exactement. Un autre, c'est la peur de la chirurgie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la chirurgie. Ouais. Mais au-delà de tout ça s'est réuni par un seul problème plus grave, c'est la pauvreté. On peut dire que la pauvreté mentale, elle est financière, elle est tout ça là, mais c'est la pauvreté. Et cette pauvreté-là amène parfois les gens à ne pas aller consulter très rapidement. Ici, on est dans un milieu en Allemagne où il y a une prise en charge sociale. C'est-à-dire, quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital et on le prend en charge. Ouais. Et il y a le système d'assurance, tous les systèmes sont bons, bien montés. Nous, on est encore en train de mettre sur pied les systèmes. Hein? Une petite précision, on ne veut pas comparer l'Allemagne au Cameroun. Non, surtout pas. Mais on essaye un peu d'apprécier quand on voit quelque chose qui a été bien fait. On se demande qu'est-ce qu'on peut implémenter, qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien chez nous. Bon, bien sûr, c'est ce qu'on va faire. Ouais. C'est-à-dire essayer de tropicaliser les systèmes qui ont bien marché. Exactement. Et faire que ces systèmes puissent marcher chez nous. Chez nous, ouais. Et je dis que le ministère de la Santé du Cameroun est en train de mettre sur pied ce qu'on appelle la santé... l'humanisation des soins, c'est ça? Non seulement l'humanisation des soins, mais ils ont appelé ça... Bref, un système de soins, de prise en charge des soins. Ok. Hein? Et ce système de prise en charge des soins va couvrir ce genre de personnes qui vivent en zone rurale et va les amener à être pris en charge, mais de façon graduelle. Ça a commencé par la prise en charge de l'enfant, du palu chez l'enfant de moins de 5 ans. Et je pense qu'on va étendre ça vers les infections et toute autre maladie. Et il y a d'autres points, par exemple la prise en charge de la femme enceinte par un système qu'on appelle chèque santé. Et ce système, c'est un système qui permet à la femme d'être prise en charge globalement, à la fois dans le suivi de sa grossesse, mais aussi lors de l'accouchement, que ce soit par césarienne ou bien par voie normale. C'est couvert par une somme de moins de 10 euros. Donc ça, c'est déjà des éléments. Mais, bien sûr, beaucoup reste à faire. Et... Mais attends, Georges, on a vu des images de personnes avec une hernie. Tu vas peut-être expliquer, tu es le spécialiste, tu vas expliquer à ceux qui nous regardent ce que c'est qu'une hernie. Mais des hernies géantes, on a l'impression que ça doit gêner la personne. C'est vraiment ce manque d'information qui fait à ce que quelqu'un vit avec... Parce que la qualité de vie également est réduite. Ça, c'est quelqu'un qui ne peut plus vraiment... Parce que ce sont des personnes en zone rurale, dont c'est travaux champêtres, il ne peut plus vraiment les faire. Donc, même une
consultation, c'est pas possible. Ah non, la consultation est certes possible. Vous savez que en milieu rural, dès que vous avez un souci, vous vous confiez à quelqu'un. Voilà. Et la personne avec qui vous vous confiez, tout dépend d'elle. Et elle vous raconte souvent que oui, j'ai un frère qui a eu ça et il a fait ça. Ah, je vois. Et c'est ce conseil que vous suivez. Et c'est la part de l'ignorance. C'est la part de l'ignorance parce que tout le monde suit les conseils. On peut aller voir telle ou telle Ouais, personne. Il suffit de faire dire 2 ou 3 prières. je Non, il ne vois. faut pas se tromper. Je Même nous, les vois. médecins, quand on veut faire un acte, on prie. Donc, il ne faut pas croire que c'est parce que quelqu'un prie seulement que ça suffit. C'est ça. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments-là. La hernie, c'est une pathologie qui est très fréquente parce que, surtout chez les personnes qui travaillent la terre, parce que ces personnes-là utilisent beaucoup leurs muscles. Oui. Et à un moment, leurs muscles deviennent flasques, Ouais. c'est-à-dire ça Souffle. perd de leur solidité. Oui. Et à partir de cet instant, les intestins peuvent passer à travers ces muscles-là par un trou. Et parfois, donc, ce que vous avez appelé les hernies géantes, c'est les gens qui ont les hernies où les intestins sont passés à grande quantité et ne sont plus jamais rentrés dans le ventre. Donc, ces personnes ont leurs intestins qui dans le scrotum. Mais qu'est-ce que ces personnes te disent? Alors, ce sont des personnes qui souffrent beaucoup. Okay. Premièrement, il faut savoir que la hernie dans le village, c'est une personne qui marche avec le pagne, qui ne porte plus le pantalon, donc qui est marginalisée et qui est traitée de sorcier. Wow. Ça, c'est le premier problème. Okay. Et c'est-à-dire un problème d'habillement, un problème d'exclusion sociale, il est marginalisé. Ça fait 2 problèmes. Le troisième problème, c'est que cette personne-là, avec le volume de sa hernie, son sexe disparaît, donc plus de relations sexuelles, plus de vie pratiquement. Donc le gars, il est atteint, il ne peut pas travailler parce que les intestins sont dehors, il ne peut pas travailler sur le plan professionnel, il ne peut plus faire son champ. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment marginalisé dans la société, qui n'arrive pas à faire un travail, qui est vraiment stressé, pas de vie sexuelle et tout ça là. Alors, quand tu vis tout ça là, en plus de ta maladie, je pense que la prise en charge de quand on veut te soigner et qu'on arrive à le faire, non seulement c'est un traitement physique, mais psychologique très important parce que ça favorise la réinsertion sociale. Ouais. Et c'est pas ça, l'exemple c'était la hernie. On a vu d'autres exemples avec des femmes qui avaient des fibromes utérins qui a fait en sorte qu'elles avaient des ventres. Peut-être tu peux encore nous raconter l'histoire de la dame qui se disait qu'elle était enceinte depuis 12 ans. Or, c'était un gros utérus fibromateux qui était... Ça, c'est les femmes que tu rencontres en zone rurale qui ont des ventres volumineux de 9 mois de grossesse et tout, mais qui les ont depuis des dizaines d'années. Alors, il n'y a aucune grossesse qui fait effectivement, 10 ans. Voilà. Elle est ignorante et dans son ignorance, il faut la comprendre parce que c'est une dame qui va te dire je suis enceinte depuis plus de 15 ans et je n'arrive pas à faire d'enfant. Et quand elle te dit ça, tu lui dis tu penses que l'enfant est mort? Elle te dit oui, l'enfant est mort, je veux qu'on l'enlève. Et c'est dans ce processus qu'elle accepte la chirurgie. Et en acceptant la chirurgie, tu lui enlèves le fibrome et tu lui montres le fibrome en disant ben voilà. C'est que c'était donc voilà l'approche doit être très différente. Oui, l'approche est extrêmement différente. Il faut beaucoup de tactique, il faut beaucoup de stratégie. Oui, pour ne pas brutalement la frustrer en disant non, tu es pas enceinte, c'est là. Tu vas changer sinon tu vas la perdre en tant que patiente. Tu vas la perdre. Ça c'est vraiment super important. Il faut beaucoup de stratégie pour aborder les patients. Donc quel est le message que tu veux comme ça donner peut-être aux petits-fils, petites-filles qui vivent en ville et qui vont parfois en zone rurale au village et qui remarquent que voilà, la voisine, la grand-mère, la tante, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire? La motiver, aller quelque part, parce que comme tu as dit, elle est ignorante. Avoir une bonne approche, mais surtout peut-être l'encourager à aller se faire soigner. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes le fils ou bien le petit-fils de quelqu'un qui est en zone rurale et que vous partez souvent en zone rurale, si vous remarquez quelque chose qui n'est pas habituel, consultez. Au moins, l'avantage de la consultation, c'est quoi? C'est de vous dire de quoi souffre la personne, donner le diagnostic. Exactement. Et savoir que pour la prise en charge, voilà ce qu'il faut. Voilà le plan. Voilà le plan. Donc, c'est ça qui va vous faire buter. Il ne faut pas dire on ne peut pas l'amener parce que même si vous avez consulté un praticien, même si vous avez consulté quelqu'un d'autre, il faut aussi avoir un second avis qui peut être médical. Et ça permet à la famille, quand elle fait la réunion de famille pour un cas, qui disent que bon, le praticien a dit ceci, mais à l'hôpital, on a aussi dit cela. Et comme ça permet de mieux décider. Super. J'espère que vous avez suivi. Donc, il faut regarder quand nous sommes en zone rurale, chez les grands-parents, ceux qui sont au village,
ils sont ignorants, mais c'est une ignorance inconsciente. Savoir comment les conseiller et les encourager d'abord même à consulter. Sinon, Ascovim est là, on peut regarder quand est-ce qu'il passe dans notre village et le soutenir le docteur Georges Boilet afin qu'il puisse continuer de faire ce travail formidable. On a vu un exposé d'un prof qui a fait un pays comme le Burkina Faso, où il nous a fait comprendre qu'à l'époque, avant les années 90, au Burkina par exemple, on ne faisait pas de césarienne pour sauver l'enfant. Donc, ça veut dire il y a différentes façons d'accoucher. Accoucher par voie basse ou accoucher par césarienne, c'est également OK. On ne gagne pas une médaille. Je dis toujours aux dames, on ne gagne pas une médaille parce qu'on a accouché par voie basse. Quand ça ne fonctionne pas, Dieu merci, il y a la césarienne. Donc, les gens avaient cette mentalité-là que si c'est à cause de l'enfant, on ne fait pas de césarienne, l'enfant n'a qu'à mourir dans le ventre. C'est brutal, mais c'était la réalité. Et après, ça va sortir comme ça. C'est criminel parce que une indication césarienne, ça peut aussi bien être à cause de la mère qu'à cause de l'enfant. Et un enfant a des difficultés à sortir, c'est également pour la maman, ça a également des conséquences sur la santé mentale même, et même psychologique, comme sur son corps. Toi maintenant, non, je parle des années 89, Dieu merci, nous sommes loin de là, mais c'est intéressant de voir d'où on vient. Toi, de ton côté, dans les zones rurales, quelles sont les difficultés que tu rencontres, les défis, les challenges avec les femmes enceintes? Alors, les femmes enceintes, je peux revenir d'abord sur ce que le prof a dit et ce qu'il a constaté au Burkina. Et comme tu l'as si bien dit à la fin, c'est-à-dire c'était des pensées des années ultérieures. Aujourd'hui, les pensées, les mentalités ont beaucoup évolué. Okay. Et c'est ce que je vois même dans le pays. Okay. Regardons seulement le téléphone. Okay. Le téléphone est tellement bien distribué que dans le village, je pense que tout le monde a 1 ou 2 ou 3 téléphones. Okay. Donc, moi, je pense que il suffit de donner les informations, de dire ça. J'ai beaucoup aimé le fait que le Cameroun ait opté pour avoir des relais communautaires. Ces relais communautaires-là ont fait un travail extraordinaire, à savoir celui dans les rencontrer, par exemple les maris, par exemple les femmes enceintes dans une communauté, et leur expliquer l'importance d'aller à l'hôpital, d'aller accoucher à l'hôpital, de faire des consultations prénatales. Ils ont eu, c'est pas à 100%, mais ils ont eu un impact incommensurable qui a beaucoup aidé. La césarienne, c'est un acte chirurgical qui est important et qui, lorsqu'il est indiqué, il faut, des vies. Oui, il faut réaliser. Ça va sauver 2 vies, la mère et l'enfant. Et moi, je pense que lors de nos campagnes, nous avons eu plusieurs fois à réaliser des césariennes. Ce qui fait que parfois, quand vous arrivez en campagne, dans les villages où on est passé, vous entendez parler d'un enfant qui s'appelle Ascovim. Simplement parce que l'enfant a été... la maman a bénéficié de cette césarienne là. Donc moi je pense que de ce côté là on a fait un pas quand même. Moi j'ai beaucoup aimé l'idée dont tu parlais, comment encourager les femmes pour qu'elles viennent aux visites et qu'elles accouchent à l'hôpital aussi. Ah oui, ça c'est quelque chose on a décidé ça. Vous savez, je travaille beaucoup avec le professeur Issiben parce que il a bien compris le fonctionnement de la femme au pays, qu'elle soit en ville, qu'elle soit en ville, qu'elle soit au village. Et ce que nous avons mis sur pied, c'est que on a décidé que chaque femme enceinte que Ascovim rencontre dans une campagne de santé ait une consultation normale, comme si elle était à Yaoundé, qu'on lui fasse des examens urinaires et sanguins normaux, mais gratuitement. Mais qu'on lui fasse aussi une échographie gratuitement. Vous savez, au village, parfois la femme est juste contente de connaître le sexe de son enfant. C'est quelque chose d'extraordinaire et elle est très contente. Donc, quand la femme sait qu'elle va recevoir tout ça gratuitement, elle vient, elle est motivée. Et comme Ascovim ne travaille pas comme Superman, c'est-à-dire on ne vient pas dans le village pour dire c'est nous les plus forts, on travaille avec l'équipe locale. Donc, avec l'équipe locale, on se met ensemble et la femme est convaincue que non, à l'hôpital, elle aura beaucoup plus d'informations. Et ce qu'on fait à la fin, c'est qu'on dit à la femme, après avoir reçu tout ça gratuitement, l'échographie, les examens sanguins, la consultation, on lui dit, si tu accouches à l'hôpital, on donne à ton enfant les habits, on donne à toi-même, tu auras les serviettes, tu auras tout ça, tout le nécessaire pour l'enfant, pour un bon accouchement. Donc finalement, les femmes adhèrent et depuis plus de 3 mois, nous sommes en train de faire une data collection de tout ce toutes les femmes qu'on prend en charge.
Et je me dis que si on a plus de moyens, si on a plus de connaisseurs, si on a plus de gens intéressés, si on réussit à mobiliser beaucoup d'infirmiers, parce qu'on fait ça avec les infirmiers, les sages-femmes, les gens qui sont en contact avec la femme enceinte, Ouais. si on réussit à mobiliser beaucoup plus de gens, Mhm. on va impacter un tout petit peu le taux de mortalité de la femme et de l'enfant dans le pays. Ouais, c'est un taux qui est honteux quand on voit le taux de mortalité dans nos pays et dans d'autres pays. On se pose la question parce qu'il ne faut pas, comme je t'ai expliqué ici, il y a les femmes qui décident volontairement d'accoucher à la maison. Donc nous sommes arrivés à un niveau où les gens choisissent ce qu'ils veulent que la médecine fasse ou ce Pour qu'ils eux. ne veulent pas pour eux. Et d'un autre côté, tu as des gens qui, je pense, chaque femme aimerait avoir les meilleurs soins pour son enfant, de telle sorte que si elle ne va pas à l'hôpital, c'est par manque de moyens. Mais ici, tellement les soins sont super bien qu'elle décide de plutôt accoucher à la maison avec une... Mais c'est Avec une, encadré. mais C'est encadré. avec l'hôpital vient dans sa maison, quoi. On peut dire ça comme ça. Voilà. On peut dire ça comme ça. Tellement on a atteint un niveau de perfectionnement et de sécurité en obstétrique que si un enfant meurt, c'est le destin. T'as pas, donc, un enfant, on fait tout pour qu'il soit en vie. De telle sorte, la femme dit, l'hôpital pour elle, c'est trop de machines, c'est trop d'interventions, il faut faire accoucher dans un cadre à la maison. Mais il ne faut pas oublier, Super. je ne sais pas si en temps, je peux vraiment dire que c'est super parce que un cinquième de ces accouchements-là, c'est du confort. Ce sont des problèmes de confort. Exact. C'est un problème de confort. C'est la même chose avec des patients en oncologie. Je t'ai parlé de la patiente qui n'a rien fait pour son cancer du sein et qui ne veut rien. Exactement. Elle ne veut rien. C'est son choix. C'est son choix. Le patient a le droit de décider, je ne veux pas que vous me soigniez. Tout est là, mais elle refuse. Tous les traitements sont là, mais elle refuse. Or, d'un autre côté, tu en as qui n'en même pas, qui en ont besoin. C'est cette injustice en médecine, ça me fend le cœur souvent. Donc, un cinquième, donc mesdames, c'est pour que vous compreniez pourquoi c'est important qu'un accouchement soit suivi en clinique. On a suivi les statistiques hier, c'est ce qui est bien avec les congrès, tu as tout simplement tout ce qui est nouveau dans la science. Un cinquième des accouchements à la maison suivis par une sage-femme finissent à l'hôpital. C'est ça. Pourquoi? Parce que l'accouchement, c'est un acte, la femme enceinte, c'est une femme en bonne santé, hein, mais ça peut finir avec la mort. Oui. On reçoit beaucoup de femmes qui, l'accouchement à la maison, on a arrêté, la sage-femme l'a amené en clinique, les saignements, le placenta qui ne sort pas, les bruits du cœur de l'enfant qui ne sont pas bons, les signes de souffrance fétale. Donc c'est comme pour dire, si on a le choix, on recommande un accouchement à l'hôpital. Oui, l'autre version, c'est l'accouchement en ambulance. Ça veut dire qu'elle accouche à l'hôpital, mais 4 heures plus tard, elle peut rentrer à la maison. Mais elle ne rentre qu'à la maison parce qu'elle a un bon suivi. Il y a une sage-femme qui vient chaque jour à la maison. Donc, pour les dames qui nous suivent, ce n'est pas pour vous conseiller que vous accouchez à la maison. Non, quand vous êtes dans un environnement où ce système ne fonctionne pas encore bien, le meilleur pour vous, c'est d'accoucher à l'hôpital. C'est ça. Je pense que accoucher à l'hôpital, c'est surtout moi je parle de la femme camerounaise que je rencontre les week-ends en zone rurale. Je pense que c'est plus sécurisant pour la femme de nos zones rurales d'accoucher à l'hôpital. C'est ce que je peux conseiller parce qu'à l'hôpital, il y a une question de sécurité. Et elle est mieux prise en charge, l'enfant aussi. Mais quand je vois le destin, quand j'écoute ce que tu dis, je me rends compte que dans la vie, tout est cyclique. C'est-à-dire, à un moment, les gens disent, je veux accoucher à la maison. Et on dit, non, 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 il faut aller à l'hôpital. Et maintenant, ça retourne, les gens revenir à la maison. Donc, en fait, tout est cyclique. Et nous, dans nos pays actuellement, je ne pense pas que nous avons la capacité oui. Donc, il faut amener les femmes à accoucher à l'hôpital. C'est plus sécurisant et c'est mieux encadré. Oui, et peut-être j'ai oublié de dire quelque chose, c'est pas toute femme qui remplit les conditions pour accoucher à la maison. Il faut des critères, c'est pas toute sage-femme. Il faut qu'elle ait eu des suivis prénataux, il faut qu'il n'y ait pas de grossesse à risque, pas de prééclampsie, pas d'hypertension, pas de diabète, il n'y a pas eu de césarienne avant. Donc, avant qu'une femme n'accouche à la maison, et comme j'ai dit, c'est suivi, il y a une sage-femme à côté, il faut qu'elle remplisse ces critères. Donc, vous voyez, on a ce problème, c'est un problème luxurieux, mais même comme ça, il est encadré. Et la femme peut à tout moment être transférée à l'hôpital. À l'hôpital. C'est ça les avantages d'ici.
Nous, on ne peut pas faire ça. Ouais. Si, quand vous dites à une dame, si une dame accouche à la maison, ok, par les matrones, d'accord. Nous, je pense que la meilleure chose qui soit arrivée, c'est que parfois, une partie les partenaires du gouvernement camerounais qui s'occupent de la femme enceinte, ont commencé à regarder les matrones et à essayer de les former. Que lorsqu'il y a telle situation, il faut amener la malade à l'hôpital. Lorsqu'il y a telle... Moi, je pense que c'est ça qui a été très bien. C'était un très bon point. Moi, je me souviens même, on a organisé, nous-mêmes à Scoville, on a organisé une formation du personnel de santé qui était en contact avec la femme enceinte. Et on a reçu 3 matrones qui venaient de l'extrême nord. Et les 3 matrones étaient très contentes d'avoir ces connaissances qui leur permettraient de réorienter les patientes qui ont des situations inhabituelles à l'hôpital. Comme tu as dit, il faut travailler avec les personnes qui sont déjà dans la communauté. C'est la même chose qu'on a vu avec les excisions et la reconstruction. Les collègues ont dit il faut aller voir les chefs religieux. Effectivement. Pour pouvoir atteindre un bon travail à ce niveau, pour que les petites filles soient plus excisées. Les adhésions. Alors, en tant que médecin, Georges, quels sont les plus grands défis personnels auxquels tu fais face? Dans mon pays, là où moi je travaille normalement à l'hôpital central de Yaoundé. Ok. Et mon premier challenge, c'est vrai que c'est pas le plateau technique qui fait l'action du médecin. D'accord. Mais il faut aussi dire que le plateau technique est nécessaire pour un meilleur soin. C'est-à-dire, vous-même, quand vous êtes malade, est-ce que vous souhaitez qu'on vous porte sur la chaise roulante qui est à l'hôpital? Si vous vous posez cette question, si la chaise là vous convient, alors elle conviendra au malade. Si le lit sur lequel qui se trouve à l'hôpital vous convient, alors il conviendra au malade. Si vous pouvez être opéré, vous acceptez d'être opéré dans les conditions qui sont dans votre hôpital, ça veut dire que ça conviendra à tous les malades. Donc je pense qu'il faut amener le niveau de pratique à un degré où vous-même vous êtes en confiance. Il ne faut pas que quand vous êtes malade, vous dites non, je ne peux pas aller dans mon hôpital, je vais aller ailleurs, ou bien je peux aller à gauche, à droite. Je vais aller ailleurs. Ça me rappelle, je t'ai raconté l'histoire que j'ai vécue au Nigeria. Oui. Et quand je te parlais du système, on est malade, on a les moyens, puis on se dit non, je prends mon avion, je vais ailleurs parce que je connais un peu les conditions chez nous. Et qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai compris que ça ne fonctionne que si tu es encore debout. Et que tu as 6 heures de vie. Et voilà. Et que tu peux aller chercher cet argent que tu penses avoir où il est. Il te faut 6 heures. Il te faut 6 heures. J'ai vécu un accident, Georges. Les gens sont là, accident grave. Rien ne se passait. Oui. Rien. Où je me dis, dans un pays où on a un système qui, quand il y a un accident, on appelle, on vient chercher les accidentés, on s'occupe d'eux sans chercher à savoir qui ils sont, qui va payer, comment on fait. Donc, on ne sait même pas s'il a une famille, on le retape très bien jusqu'à ce que la famille arrive, il est en vie. Mais si tu te dis, ça ne te concerne pas parce que tu as l'argent et tu peux aller tout le temps où tu veux, comme tu as dit, il faut que tu sois debout pour aller chercher cet argent. Et il te faut 6 heures. Et il te faut 6 heures. Parce que tu peux mourir dans l'avion. Mais raconte-moi, tu m'as parlé de... Voilà, c'est vrai. Tu m'as parlé de cette histoire de 15 minutes. Oui, ça peut arriver. C'est pour ça que, premièrement, je suis très heureux et je souhaite que le gouvernement de notre pays mette sur pied cette santé universelle dont on parle. Parce que cette santé universelle va essayer de commencer à résoudre ce genre de problème. Tu as déjà évoqué ça, mais je demande encore quelles sont les actions les plus urgentes. L'action la plus urgente, c'est que tu dois connaître quelle est la maladie que ton patient a quand tu n'as aucun moyen. Le patient va arriver à l'hôpital, pourquoi? Le patient va arriver aux urgences, soit son problème un problème d'urgence, déjà il a le palu. Si un patient a le palu au Cameroun, il faut d'abord qu'on décide que tout patient qui arrive à l'hôpital, on peut lui mettre une perfusion. Quand vous arrivez, on vous met une perfusion. Sans qu'on ne dépose aucune somme. Hein? Il y a beaucoup de systèmes qui sont mis sur pied comme ça. Dans mon hôpital, il y a le bon de prise en charge. Et il y a un bon de prise en charge qui fait que quand tu arrives aux urgences, on peut activer, lorsque ta vie est en jeu, on active le système de bon de prise en charge et tu es pris en charge. Actuellement, ça existe. Tu es pris en charge entièrement jusqu'à l'intervention. C'est après
quand on demande à ta famille de payer. Ok. Ça existe maintenant parce que je pense que l'équipe actuelle, le ministre, le directeur de l'hôpital et tout ça, ils ont vu le système. Certes, il peut manquer un fil, il peut manquer une lame, ce n'est pas parfait, Ouais. mais le système existe et ça fonctionne. Ah, Ça en fonctionne. tout cas, ça donne de l'espoir. Oui, mais de l'autre Il y a des côté, personnes qui travaillent pour ça, oui. il faut savoir que, je me rappelle à la maternité de l'hôpital central, on avait mis une trentaine de kits Ok. pour que quand une femme enceinte arrive, que cette femme J'ai enceinte-là, idée où ça va. Ok. que cette femme enceinte-là utilise des kits pour accoucher. Ouais. Et c'est après l'accouchement qu'elle peut remplacer les kits. Ok. Alors on a commencé par une trentaine de kits. Ok. Les kits sont revenus à 25 parce qu'il y a 5 personnes qui n'ont pas payé et qui se sont enfuies. Ensuite 20, ensuite 15. C'est comme ça que les kits sont passés. Parce qu'il y a aussi la question de mentalité. Nous aussi, nous devons, Exactement. nous le patient, on doit savoir que les kits doivent être remplacés pour aider l'autre femme Ou qui on arrive. protège le système. Oui, il faut protéger Qu'est-ce le qu'on système. peut faire pour protéger? En tout cas, si c'est quelque chose que j'apprends avec les Allemands, on a tellement d'idées avec des trucs simples. C'est l'humain. Il prend avantage de ce qui est et puis s'il n'y a pas une façon de contrecarrer ça, il s'en va. Exact. Quand on établit un système pareil, parce que sinon, les prochaines personnes vont dire, voilà, on a fait, vous avez volé et tout, on ne fait plus. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger ce système? Alors moi, je pense que c'est en étant dans les pays comme ici, on va voir ce que eux ils ont fait Ouais. et voir si c'est adaptable chez nous. Chez nous. Ou alors on prend et comment l'adapter chez nous. Ça, je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que si vous voyez dans les hôpitaux comme ça, vous pouvez trouver une centaine de cartes d'identité que les gens vont laisser en disant je viendrai payer et qu'ils n'ont plus venu. Ils font une nouvelle carte. Non, ouais, je comprends. Donc c'est ça qui fait souvent tomber les systèmes. Ouais. On abuse nous-mêmes. Comme tu as dit, les mentalités, c'est très important. Ah oui. Moi, j'ai une histoire d'une infirmière qui dit si elle se fâche, elle n'administre pas le médicament à l'enfant. Ah non, ça, c'est pas possible. Ça, ce n'est pas lié. C'est-à-dire l'infirmière ou le personnel de santé, pour ne pas dire, disons, le personnel de santé a le droit de s'énerver, a le droit de passer. C'est un humain. Mais ça n'a rien à voir avec son acte. L'acte, c'est-à-dire poser l'acte, le soin. C'est au-delà même du devoir, ça coule dans nos veines. C'est-à-dire que nous devons appliquer le soin et l'appliquer correctement. L'appliquer, parce que vous savez que quand le médecin, quand le personnel médical doute, il transmet ça à son patient et le patient doute plus. C'est pour ça que nous sommes censés rassurer le patient. Donc même si c'est difficile pour nous, nous devons avoir la force de le garder. C'est ça le professionnalisme. Bien. Oui, c'est ça. Dire à une femme enceinte, si tu n'arrêtes pas de crier, là, je ne m'occupe plus de toi. Ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Mais c'est ce qui se vit. Oui, mais ça, on peut améliorer ça. Ça, je pense qu'on peut améliorer ça. Donc chacun a sa part de responsabilité. Oui. Moi, je pense qu'il faut motiver le personnel. Parce que ça, c'est aussi un poids. C'est vrai. Mais genre, tu as raison. Mais est-ce que le fait que je n'ai pas de salaire, c'est frustrant. C'est très frustrant. Je travaille, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment je vais soigner ma mère, je ne sais pas comment mes enfants vont aller à l'école. Est-ce que ça me donne le droit d'agir comme ça? Non, ça ne te donne pas le droit de tuer une personne. Par ton acte, ça ne te donne aucun droit. C'est-à-dire que notre devoir, c'est pour ça que je dis notre devoir est au-delà du devoir. Ça doit être dans le sens, ça doit être naturel comme marcher. Donc tu dois le faire. Maintenant, tu dois résoudre tes problèmes aussi. Et je pense que la société doit regarder ça en disant, celui-là qui nous soigne, eh ben, nous allons le motiver ainsi, nous allons l'encadrer comme ça, nous allons le porter. Parce que ça peut être un peu frustrant que tu travailles à l'hôpital de 8h à 16h ou je sais pas moi quoi, et quand tu rentres chez toi, tu n'as pas de courant, tu n'as pas à manger, tu n'as rien et tes enfants te regardent. Donc à un moment, ça te touche. Mais et on doit protéger, tout le monde doit se protéger. Toi, tu fais ton travail en protégeant le malade et de l'autre côté, le malade et le patient qui a guéri, ben, lui aussi prend les mesures que non, mon docteur, ou bien mon infirmier, ou bien simplement mon personnel de soins ne doit pas galérer. Waouh! En tout cas, merci Georges. Nous sommes à presque 45 minutes. Je pense que si on tire, ça sera peut-être très long. On aura peut-être une deuxième partie. C'est ça. J'ai tellement échangé avec le docteur Boilet. C'est un monument en tout cas. On espère que merci de continuer de donner ton savoir et pour toutes les personnes qui ont la chance de travailler avec toi, je peux que dire de profiter parce qu'au congrès, les gens étaient éblouis.
sur comment il fait, sans les machines, sans ce qu'on connaît, pour atteindre le travail qu'il atteint. Je peux que vous encourager à soutenir l'association Ascovine parce que grâce à leur travail dans nos villages, les week-ends, ils réussissent à aider une grand-mère, un grand-père qui tire sur elle une difficulté, une maladie depuis, euh, qui passe par des stigmas, de vieilles sorcières et tout le reste. Or, il s'agit juste d'un état de santé. Vraiment, si vous, Ascovine, je pense qu'ils ont besoin d'aide à tous les niveaux. Et merci à ceux qui le font déjà de façon régulière ou même spontanée. Si cette vidéo vous a parlé pour améliorer les conditions de santé des populations dans les zones rurales surtout, et même au-delà du Cameroun, et l'éducation aussi. Je me rappelle l'histoire que tu m'as racontée, le papa qui te disait, mais voilà, tu donnes les cahiers à ses enfants, mais avec le ventre affamé, ils ne vont pas aller à l'école. Ça, c'est clair. C'était vraiment très touchant et Oui. c'est comme ça que vous avez commencé un autre projet. C'est ça. C'est ça qui nous a fait commencer à donner la farine, le riz, le lait, le sucre aux enfants dans certains villages de l'extrême nord, avec l'appui de M. Bayaoula. Moi, je voulais te remercier, Letty. Tu fais un travail extraordinaire. Moi, je fais rien. Et le premier travail que tu as fait, c'était tous les échanges que nous avons pu avoir. Par le truchement de tes relations, notamment le prof Jürgen et l'association Menschen für Frauen. Et tout ce truchement-là, vous avez réussi à faire que je vienne ici et que je passe un séjour qui me permet de mieux apprendre, d'avoir plus de connaissances. Et je pense que c'est notre pays qui va en bénéficier. Ouais. Et je veux dire à la personne qui nous écoute que merci d'abord d'avoir pris son temps pour nous écouter. Et je lui dis aussi de continuer à suivre les conseils du docteur Letty parce que c'est pour améliorer la qualité des soins, c'est pour conseiller, mais de conseiller, oui, de conseiller de façon sage. Moi, avoir plus de connaissances. Ouais, je suis impressionné, tu es sur le terrain. Moi, ce que j'essaie de sensibiliser afin que sur le terrain, tu n'arrives pas à voir des trucs aussi géants qui auraient pu être évités avant. Exactement. On va aller du côté de la prévention et c'est la meilleure prise en charge, moi, je pense. Merci encore aux personnes qui ont facilité le voyage du docteur Bouelle. À plus. Merci. Bye bye.